Nous allons passer à l'exposé de Frédéric Sanchette. Oui, Frédéric, bonjour. bonjour. Donc, Frédéric Sanchette est professeur à l'Université de technologie de Troyes. Il effectue sa thèse à l'École des mines de Nancy sur les revêtements à base d'aluminium obtenus par pulvérisation cathodique magnétron. Il occupe ensuite un poste de chef de projet dans l'industrie où il développe un procédé de dépôt physique en phase vapeur, PVD, pour obtenir des couches dures pour applications mécaniques. Il poursuit ce thème de recherche au CEA de Grenoble pendant 10 ans. À l'UTT, il crée une antenne délocalisée à Nogent qu'il dirige jusqu'en 2022. Ses recherches portent sur les technologies de dépôt chimique en phase vapeur, CVD thermique, CVD assisté par plasma et PVD. Il travaille notamment sur les films barrières pour environnement extrême et sur le développement de solutions pour les composants destinés au secteur de l'énergie. Frédéric Sanchette a effectué plusieurs transferts de technologie vers l'industrie. Il est à l'origine de 15 brevets et ses travaux lui ont valu d'obtenir la médaille Charles Lechner de la SF2M. Il nous présente aujourd'hui des revêtements multiconstitués dits à haute entropie pour la résistance à l'oxydation. Frédéric, c'est à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je vais parler de ces revêtements qui ont été développés dans le cadre d'une collaboration et d'un laboratoire commun entre l'Université de technologie de Troyes et le CEA, donc par le biais de sa direction matériaux. Donc, c'est le fruit, ici vous voyez mes collègues, c'est le fruit de deux thèses, en partie de Abdelhamid Bouissil et de Jalel Touébia qui ont soutenu leur thèse récemment. Alors, je n'arrive pas. Attendez, là j'ai un petit problème, c'est que je n'arrive pas. Ah voilà. Donc dans cette présentation, je vais rapidement passer sur la méthode de dépôt, puisque il s'agit de couches minces obtenues par pulvérisation cathodique magnétron conventionnelle. Donc je vais parler des aspects liés au dépôt, au procédé de dépôt de ces alliages-là. Ensuite, je vais faire un point assez rapide sur la structure, la microstructure et la morphologie de ces couches. Je passerai assez rapidement sur les propriétés mécaniques, qui sont l'une des composantes intéressantes et nécessaires pour ce type d'alliage. Et je terminerai par des caractérisations on en a parlé juste avant, par ATG, donc pour tester la résistance à l'oxydation à des températures qui vont jusqu'à 800 degrés. Donc, pour introduire ces alliages-là, on a besoin évidemment dans de nombreux domaines. Alors, je passerai les domaines de l'aérospatiale et de l'aéronautique en général pour aller vers l'énergie nucléaire. Dans le cadre de l'énergie nucléaire, il y a besoin de surfaces avec des caractéristiques améliorées. Et donc, des matériaux qui ont de bonnes propriétés mécaniques, mais qui ont aussi des propriétés thermiques et chimiques qui sont améliorées par rapport à ce qui se fait de manière conventionnelle dans des environnements qu'on va qualifier de sévères. Donc, on sait qu'il y a tout un tas d'alliages conventionnels. Dans l'aéronautique, ça peut être les alliages, des super alliages à base de nickel, par exemple, mais il y a toujours dans le cahier des charges des choses qui sont pas, des caractéristiques qui ne sont pas adressées. Et donc, d'où l'importance pour nous, dans le cadre de cette étude, de développer des surfaces, donc des couches minces, avec des propriétés mécaniques intéressantes, une ductilité qui reste raisonnable par rapport à des propriétés de matériaux céramiques, une bonne stabilité thermique en température et évidemment une bonne résistance à l'oxydation. Donc là, ça va être testé à 800 degrés pour des environnements, en règle générale, pour des environnements sévères. Alors, qu'est-ce que c'est que les alliages à haute entropie? Alors, en haut à gauche, vous voyez un schéma du passage de l'ordre au désordre. Et quand on augmente le désordre, on va jouer évidemment sur l'entropie de mélange, l'entropie configurationnelle, on peut dire. Et ces alliages contiennent au moins quatre éléments, souvent cinq, avec des compositions qui sont équimolaires. Et donc, ça mène à cet alliage, par exemple, en bas, là, qui est une modélisation d'un alliage à haute entropie, c'est-à-dire un mélange
à haute entropie complètement aléatoire qui permet d'avoir un certain nombre de caractéristiques intéressantes. Notamment, ça permet de jouer un rôle de barrière de diffusion à haute température, puisque les coefficients de diffusion de beaucoup d'éléments dans ces structures sont très faibles. Une stabilité d'une phase, c'est souvent, on recherche à stabiliser une seule phase dans ces alliages, d'avoir un alliage monophasé. Et puis, on a évidemment de la distorsion des paramètres de maille qui font qu'on a une amélioration avec cet effet. On peut avoir une amélioration significative des propriétés d'une conservation des propriétés mécaniques en température. Alors, il faut savoir que ces alliages ont été sortis alors par Cantor un peu avant les années 2000, et le point de départ de beaucoup d'études est constitué par le travail de Ye en 2004. Donc, notre objectif, c'était de déposer des alliages avec cinq éléments métalliques par pulvérisation cathodique magnétron, donc qui est une technologie qui permet de déposer des alliages dans des conditions hors équilibre thermodynamique, puisqu'on passe directement de la phase vapeur à la phase solide. Et l'objectif ici, c'était d'obtenir un revêtement multiconstitué, monophasé, cubique à phase centrée, dans ces systèmes-là. Donc, on a pris, puisqu'on voulait travailler à haute température, on a pris une base de tantal, zirconium, hafnium et titane, et on a ajouté soit de l'aluminium, soit du tungstène. Et pour stabiliser une phase, on a travaillé dans des mélanges gazeux argon-azote pour stabiliser un revêtement qui était un revêtement nitrure. Donc, si je peux parler un peu de l'élaboration de ces matériaux, ici on est parti de matériaux de sources multiconstituées qui ont été obtenus par métallurgie des poudres. On voit ici que on travaille à des pressions qui sont un peu élevées par rapport aux pressions conventionnelles à partir de cette technologie, parce qu'on a des distances entre la source et les substrats, donc on est sous basse pression, mais cette distance-là n'est que de 6 cm. J'attire votre attention sur le fait qu'on a fait évoluer dans notre étude le pourcentage d'azote dans le mélange gazeux, c'est-à-dire le flux d'azote sur la somme des flux d'azote plus argon, l'argon étant nécessaire pour pulvériser le matériau de base. Ces matériaux ont été déposés dans une machine de pulvérisation cathodique magnétron conventionnelle en mode dynamique pour là encore diminuer les contraintes souvent présentes dans ces matériaux. Alors ici, pour ceux qui connaissent la pulvérisation cathodique magnétron, on a ici en mode réactif une évolution des caractéristiques du plasma qui sont assez standards. Ici, j'ai relevé la tension de la source de matériaux en fonction de la teneur en azote dans le mélange gazeux, et sur la partie droite, l'évolution en spectrodémission optique, l'évolution des raies optiques du plasma pour les différents constituants de mon alliage. Donc, on peut diviser ça très rapidement en trois domaines. Le premier domaine, c'est ce que l'on appelle le régime de pulvérisation élémentaire, c'est-à-dire on commence à introduire l'azote dans l'enceinte, le matériau qui est métallique n'est pas encore nitruré, et donc on n'a pas encore empoisonné la source avec l'azote, et donc on a une évolution relativement faible et qui va commencer à augmenter de la tension qui est sur la source, et une diminution assez importante des éléments métalliques. Alors pourquoi une diminution des éléments métalliques? Dans un deuxième temps, on a une évolution, on est dans un régime intermédiaire, on a une forte évolution de la tension de la cible en fonction de la teneur en azote, et ici on voit qu'en fonction de la teneur en azote, on a une chute du signal des matériaux, des éléments métalliques qui est due, cette diminution, à la nitruration. C'est caractéristique de la nitruration de la source, donc des éléments métalliques, et donc une diminution finalement de la quantité d'espèces métalliques dans la phase gazeuse, dans le plasma. Ceci est dû à une diminution du taux de pulvérisation. Le nitrure va se pulvériser moins vite et moins bien que les éléments métalliques, et donc on a une diminution de ces éléments-là. Et enfin,
on arrive à un système à partir de 10% d'azote dans le mélange gazeux, on arrive à un système qui se stabilise, ce que l'on appelle le troisième domaine, qui est le domaine de régime de pulvérisation du composé. Et là, au-dessus de 10% d'azote dans le mélange gazeux, on va pulvériser et déposer le nitrure. Et cette phase-là se caractérise par une stabilisation de la quantité de la densité des espèces métalliques dans le plasma, et donc une stabilisation de la teneur dans les différents éléments métalliques dans le dépôt. Alors, cette évolution, cette introduction d'azote dans le mélange gazeux, c'est-à-dire d'azote dans les revêtements, a une influence sur la vitesse de dépôt. On voit que la vitesse de dépôt diminue assez avant 10% pour presque se stabiliser ensuite, ce qui est dû évidemment à ce que je disais il y a quelques instants sur la vitesse de pulvérisation des éléments métalliques ou du nitrure. On sait que le nitrure se pulvérise beaucoup moins bien, son taux de pulvérisation est beaucoup moins important, donc on a une diminution de la vitesse de dépôt, puis une stabilisation, et cette stabilisation, on estime que c'est à partir à peu près de 10% d'azote dans le mélange gazeux, au-delà duquel on peut dire que l'on pulvérise un nitrure qui est sur notre source. Donc ceci a été fait, cette courbe par exemple a été faite sur un alliage à haute entropie de type tantale, zirconium, hafnium, titane, aluminium, avec évidemment de l'azote dans le matériau. Alors ici, on a la teneur, la concentration des différents éléments en fonction de la teneur en azote dans le mélange gazeux pendant la production de ces matériaux. On voit que l'on arrive au-dessus de 10%, là encore une fois, un régime de pulvérisation du composé à partir de 10%. On estime qu'au-delà de 10% d'azote dans le réacteur, on peut déposer un nitrure, un matériau nitrure à base de ces éléments-là, avec une stabilisation de la teneur en azote et une stabilisation de la teneur en éléments métalliques. Alors on remarque un peu que pour l'aluminium, la teneur en aluminium, alors qu'on partait d'une source multiconstituée équimolaire, on s'aperçoit que la teneur en aluminium est un peu moins importante, ce qui est dû à la forme du flux de vapeur métallique de l'aluminium par rapport à celui ou à ceux des autres éléments métalliques. Quand on a parlé j'ai fini de parler de l'élaboration et du contrôle des paramètres d'élaboration de ces matériaux. Ici, vous avez en diffraction des rayons X en mode θ sur cet alliage-là, sur l'alliage qui contient l'aluminium. Et en fonction, vous avez les différents spectres de rayons X en fonction de la teneur en azote dans le mélange gazeux, donc en fonction de la teneur en azote dans les revêtements. Et on voit que sans azote, les éléments métalliques, si on ne pulvérise que les éléments métalliques, avec cette technique qui est hors équilibre, on fait systématiquement des matériaux monophasés amorphes, puisque les vitesses de refroidissement sont presque infinies, puisqu'on passe de la phase vapeur à la phase solide très très rapidement. Dès que l'on met de l'azote, on voit qu'on arrive à faire un matériau qui est monophasé cubique à phase centrée, donc c'est ce qu'on visait, c'est un nitrure cubique à phase centrée et qui est monophasé avec tous ces éléments-là dans le dépôt. Donc on voit que c'était un peu ce qui était souhaité. Donc en dessous d'une certaine teneur, on voit que l'orientation préférentielle hors plan avec les plans 1-1-1 de la structure cubique à phase centrée de ce nitrure il y a une très forte orientation préférentielle avec cette direction qui est perpendiculaire à la surface du substrat. Et si on ajoute exagérément de l'azote, c'est-à-dire au-delà entre 20 et 30% d'azote dans le mélange gazeux, on voit qu'on change d'orientation préférentielle et on passe à une orientation préférentielle de type 2,00 avec ces plans 2,00 qui sont perpendiculaires à la surface du substrat. Alors, on a observé parallèlement qu'on a
une augmentation en fonction, on a une augmentation du paramètre de maille en fonction de la teneur en azote dans le mélange gazeux. On voit cette augmentation et simultanément, on a une diminution de la taille moyenne des grains observée dans le matériau. Donc, c'est assez caractéristique des revêtements obtenus par PVD en général et par pulvérisation cathodique magnétron conventionnelle en particulier. Donc, c'est un phénomène qui est assez connu, c'est-à-dire cette diminution de la taille moyenne des grains. On verra que ça a une influence évidemment sur les caractéristiques mécaniques. Voilà des images alors en cross-section là en haut. Ce sont des images du profil des revêtements et en bas on a les surfaces. On voit très bien ici, ceci en fonction de la teneur en azote. Hein. On a ici sans azote 5, 9, 17 et 29% d'azote dans le mélange gazeux. Donc on augmente la teneur en azote dans les revêtements. On voit que sans azote, eh ben, on avait un matériau de structure cristallographique monophasé amorphe. On voit cette morphologie, c'est une morphologie typique des revêtements amorphes qui ne laisse apparaître aucun grain, aucune colonne. C'est une morphologie que l'on a l'habitude de voir sur ce type de structure cristallographique. Et dès que l'on met un peu d'azote dans l'enceinte, c'est-à-dire dès que l'on nitrure le matériau, on a un matériau qui est beaucoup plus cristallisé. Et on s'est aperçu que concernant ces nitrures, donc dès qu'on met un peu d'azote et qu'on augmente la teneur en azote dans le mélange gazeux, on a un élargissement des colonnes qui conduit à ces morphologies. Cet élargissement des colonnes appartiennent tous à une. Alors pour ceux qui connaissent les modèles de zones de structure dans ces dépôts PVD, ça appartient à la zone T. Alors il y a eu Thornton, il y a eu Anders, et là c'est un papier de Mailleux sur les nitrures qui date de 2006, qui a repris ce modèle de zone de structure et on est dans le mode T qui s'explique assez bien parce que si je reprends son modèle, il y a la mobilité des adatomes ici en bas en abscisse qui est important, c'est-à-dire quand le film est en croissance, la mobilité des atomes adsorbés à la surface de ce film en croissance, cette mobilité va conditionner la morphologie des revêtements. Et donc ici, dans nos revêtements, on est en zone T et on a remarqué, je vous l'ai dit il y a tout à l'heure, qu'on passait d'une orientation préférentielle hors plan avec les plans 1-1-1 parallèle à la surface de substrat au plan 2-0-0. Ça s'explique par la teneur en azote dans le mélange gazeux et cette teneur en azote qui se répercute dans la composition des dépôts. Quand le rapport azote sur élément métallique est faible, on favorise la croissance des plans 1-1-1 parallèle à la surface de substrat, alors qu'on va favoriser la croissance 2-0-0 pour des rapports plus élevés. Donc tout s'explique à peu près au niveau structure et au niveau orientation préférentielle, tout s'explique assez bien avec le contrôle. Le contrôle se fait entre les structures, ce qu'on souhaite observer, ce qu'on souhaite avoir, et les paramètres de dépôt. Alors, on a fait un peu de microscopie électronique en transmission pour confirmer ces résultats. Et on voit ici, sans azote, eh ben, on a bien un matériau amorphe avec un cliché de diffraction qui est un peu qui correspond à à un matériau monophasé amorphe. Dès que l'on est à 10%, ça va être notre revêtement référence. On a bien une orientation ici, une orientation 1-1-1 avec la direction 1-1-1 perpendiculaire à la surface du substrat. Et dès que l'on augmente exagérément cette teneur, on change l'orientation préférentielle. Et là, vous avez ici ce revêtement, en sens travers, vous avez la structure du dépôt avec l'orientation 2-0-0 dont j'ai parlé tout à l'heure quand on met beaucoup d'azote dans le mélange gazeux. Alors, on voit ici qu'on a fait de la haute résolution. En haute résolution, on voit que d'ailleurs, quand on a les revêtements les plus chargés en azote, on a ce que l'on appelle, alors j'y reviendrai, un matériau nanocomposite avec
des cristaux très très fins qui sont dans une matrice qui est plutôt une matrice amorphe. Donc, du point de vue des caractéristiques mécaniques, on voit sur la gauche, j'ai tracé la dureté et le module Young en fonction, ça a été fait par nano-indentation, en fonction de la teneur en azote dans le mélange gazeux. Et à droite, vous avez les contraintes, l'évolution des contraintes résiduelles en fonction de cette teneur en azote dans le mélange gazeux. Ceci, ça a été obtenu par des méthodes de courbure de clinquant de manière c'est très expérimental et ça nous donne une courbe comme ça. Donc, ce que l'on peut observer, bah, c'est que quand on augmente la teneur en azote dans le mélange gazeux, on a une augmentation de la dureté et le module Young qui peut s'expliquer par un effet combiné des liaisons azote-métal dans les revêtements qui sont beaucoup plus fortes, associées à une diminution de la taille des grains dont j'ai parlé tout à l'heure. Après, quand on augmente exagérément l'azote dans le mélange gazeux, c'est-à-dire la quantité d'azote dans les dépôts, on a une stabilisation, voire une baisse de la dureté du module Young que l'on peut comparer à cette relaxation de contrainte quand on augmente l'azote au-delà de 30% dans le mélange gazeux, ce qui s'explique par l'amorphisation, cette tendance à l'amorphisation dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Donc, je voulais vous montrer les résultats que nous avons eus lors d'analyses thermogravimétriques sur ces revêtements. Donc, on a deux protocoles. On a un protocole avec une augmentation en température à 10 degrés par minute et une descente ensuite, un refroidissement, ça jusqu'à 800 degrés. Et je vais surtout vous montrer des résultats qui ont été, qui sont issus de ce protocole, c'est-à-dire une augmentation assez rapide de la température, un maintien de 1 heure à 800 degrés et un refroidissement assez rapide. Donc, qu'est-ce qu'on a suivi? On a suivi deux choses qui sont assez faciles à obtenir à partir de ces courbes, c'est-à-dire la constante cinétique qui est finalement la vitesse de réaction à une température donnée, et l'énergie d'activation, qui est l'énergie qui est nécessaire pour initier la réaction d'oxydation. Donc, à partir de ces courbes pseudo-paraboliques. Donc, voilà les principaux résultats. Sur la figure en haut à gauche, nous avons reporté le gain de masse en fonction du temps pendant 1 heure d'oxydation à 800 degrés. Alors, j'appelle que nous avons simulé un air sec, hein, donc pour ces essais-là. Je ne sais pas si on voit ici à 0%, c'est-à-dire sans azote, on n'a pas réellement, on a ce matériau amorphe qui s'oxyde excessivement rapidement par rapport aux matériaux nitrures qui sont là. Donc, quand on zoome sur les matériaux nitrures à droite, donc nous avons toujours la prise de masse en fonction du temps, et on voit que quel que soit le matériau, la quantité d'azote, on voit qu'on a des évolutions paraboliques équivalentes, et on a cette partie de la courbe montre que on a la création, enfin la constitution de couches d'oxyde qui se dégradent en fonction du temps et qui donne cet aspect linéaire à la courbe, à l'augmentation de la prise de masse. Sur la partie basse de ce slide, on voit que l'on a reporté la constante cinétique et on voit le résultat pour 0, 10, 20 et 40% d'azote dans le mélange gazeux. On voit pour le matériau métallique monophasé amorphe, on a des constantes cinétiques qui sont très importantes comparées à celles des matériaux nitrures qui sont ici. Donc, on a une amélioration. Là encore, on montre qu'il y a une amélioration significative de la résistance à l'oxydation pour les matériaux dits à haute entropie, monophasés, cristallins monophasés, cubiques à phase centrée. En revanche, on a observé que concernant l'énergie d'activation, évidemment, cette énergie d'activation augmente, on s'y attendait, augmente entre le matériau amorphe et les matériaux nitrures, mais par contre, ces énergies d'activation restent en deçà de certains matériaux de la littérature. Alors, on a essayé d'expliquer ça par des expansions volumiques d'un nitrure par rapport à un autre, et puis on n'a pas vraiment de création, de constitution d'un oxyde protecteur dans le cas de nos matériaux.
Alors, ceci dit, on a voulu comparer ce matériau à haute entropie, le nitrure de ce matériau qui contient l'aluminium, comparé à celui-là dont on a substitué l'aluminium au tungstène. Évidemment, alors pour ceux qui connaissent l'oxydation de ces matériaux, on a obtenu de meilleurs résultats ici. On a la prise de masse en fonction du temps à 700 et à 800 degrés sur la droite. On voit bien que les deux courbes des matériaux de l'alliage à haute entropie qui contient l'aluminium se comportent bien mieux que celui qui contient du tungstène. Ceci, pour des raisons évidentes, c'est que effectivement le tungstène produit des oxydes, les oxydes de tungstène sont volatiles, certains d'entre eux, et ne permettent pas de constituer une réelle barrière à l'hydrogène. Donc on a systématiquement des meilleurs résultats avec cet alliage à haute entropie comparé à celui-ci. Donc, je résume ici les différents. Alors, je ne sais pas si on peut laisser les présentations, mais voilà, je résume ce que je viens de dire. Donc, on a trouvé qu'il était nécessaire quand même. On a pris ce matériau-là avec l'aluminium et on a ajouté du silicium. Parce que pour ces matériaux, et obtenus par PVD en général et par pulvérisation cathodique en particulier, on sait que le fait d'ajouter du silicium, ça conduit à un matériau de type nanocomposite que je vais vous montrer. Et ce matériau type nanocomposite permet de résister à l'oxydation parce que il y a un frein à la diffusion à l'oxygène. Donc ici, je montre sur le schéma de gauche, je montre que les revêtements ont été déposés en passant successivement au-dessus de la cible d'alliage à haute entropie et au-dessus d'une source de silicium, et tout ça dans un réacteur qui contient toujours la même teneur en azote. Donc on fait toujours du nitrure, mais en passant successivement au-dessus des deux matériaux. Donc je passe assez rapidement. On a testé donc sans silicium, qui est le matériau référence, et on a augmenté la teneur en silicium en augmentant l'intensité sur la source de silicium. Donc on a mis du silicium et on a augmenté la teneur. Alors j'ai dit que, par exemple, sur la gauche, en reportant la dureté de module Young en fonction de la teneur en silicium, on a une diminution qui est quand même significative des caractéristiques mécaniques obtenues par nano-indentation, notamment une diminution de la dureté. Et du point de vue cristallographique, du point de vue de la structure, on a sans silicium, comme je l'ai dit tout à l'heure, une orientation à matériau monophasé cubique à face centrée, donc un matériau comme ceci, comme celui-ci, qui est un matériau, un nitrure à haute entropie avec une très forte orientation hors plan, des plans 1-1-1 parallèles à la surface du substrat. Quand on met du silicium, on s'aperçoit que on a un élargissement très très significatif des pics quand on a du silicium, avec une intensité de ce pic 1-1-1. Je ne sais pas si on peut encore l'appeler le pic 1-1-1, mais qui est une intensité qui est beaucoup beaucoup plus faible. Et là, on s'est dit qu'il fallait faire de la transmission parce on pensait avoir réussi à faire ce fameux nanocomposite. Alors voilà ce qu'on a déposé. On a déposé un multicouche silicium-azote qui est plutôt amorphe avec le nitrure entre les deux. Donc ce nanocouche a une période, c'est-à-dire une épaisseur de matériau haute entropie plus le matériau contenant le silicium de 5 nanomètres. Et on voit qu'il il est très très mal cristallisé. Donc si on prend ce type de matériau ici, en haut, c'est plus avec l'aluminium, mais avec le tungstène, mais il se passe exactement la même chose. On a fait de la microscopie électronique en transmission, voilà, en champ clair. Vous avez à gauche, vous avez le matériau ce matériau nanocouche. Là, vous avez le sens travers, hein, vous avez une coupe du revêtement, vous avez un empilement très très fin de couches qui contiennent le silicium, avec les couches sombres qui contiennent le nitrure à haute entropie. Et quand on passe en champ sombre, on s'aperçoit que de manière complètement synthétique, on va dire, on a obtenu un matériau nanocomposite, c'est-à-dire des nanocristaux d'alliage à haute entropie qui baignent dans une matrice amorphe. Et donc, ça, c'est très bénéfique. Donc, on voit ici les zones blanches où on a les couches riches en silicium, on est passé alternativement sur les deux matériaux. Et on voit, par exemple, ici, des cristaux qui sont très, très minces. Vous avez l'échelle en bas, c'est en haute résolution. Vous avez des cristaux qui sont, voilà, de l'ordre de 5 à 10 nanomètres.
Donc, du point de vue de la résistance à l'oxydation, ce que je disais, c'est que sur la gauche, vous avez l'évolution de la constante cinétique en fonction de la teneur en silicium. On a une baisse significative de cette constante cinétique. Et si on regarde la prise de masse en fonction du temps, pendant ces manips jusqu'à donc à 800 degrés, on voit très bien que la teneur en silicium ici permet de diminuer de manière très très significative, même avec une baisse. Parce que bon, alors là, c'est un débat qu'on a eu en interne, mais on arrive à diminuer de manière très significative la prise de masse et donc ça caractérise, pardon, ça caractérise une augmentation forte de la résistance à l'oxydation du fait de du nanocomposite. Alors ici, c'était un résumé. En haut, vous avez avant et après oxydation, vous avez le matériau donc avec 10%, c'est ce matériau-là, c'est le matériau avec l'aluminium, donc ce matériau-là qui contient du silicium. Là, en haut, il n'y a pas de silicium, vous voyez la coupe transverse ici, et ici, après 1 heure d'oxydation à 800 degrés, vous avez ici l'épaisseur de la couche d'oxyde, qui est un oxyde de complexe, et le reste du dépôt ici. La même chose en dessous, avec 12% atomique de silicium, donc le matériau qui contient le silicium, on voit que la morphologie est beaucoup plus vitreuse. Elle correspond à la morphologie d'un matériau amorphe ou nanocomposite. Et on voit ici qu'après le même temps d'oxydation, dans les mêmes conditions, vous avez ici l'épaisseur de la couche d'oxyde par rapport au matériau qui n'est pas oxydé. Donc on voit très bien qu'on a une augmentation significative de la résistance à l'oxydation, au moins à 800 degrés. Donc on suppose que ces couches alors là, j'ai dit que c'était du Si3N4, c'est plutôt un composé silicium-azote amorphe. Et ces couches amorphes, on suppose qu'elles sont autant de résistance et de barrières à la diffusion de l'oxygène pendant ce maintien à 800 degrés. Donc en conclusion, je disais qu'il était assez facile de faire des matériaux monophasés, cristallins, cubiques à face centrée, donc des matériaux à haute entropie, avec des duretés qui étaient relativement intéressantes. Et on pouvait augmenter les caractéristiques de ces dépôts à haute température, la résistance à l'oxydation à haute température, de manière très significative, en créant un nanocomposite à l'aide de l'addition de silicium qui était dans l'industrie. Maintenant, on a beaucoup de nitrures mixtes, par exemple des nitrures d'aluminium titane dopées au silicium, justement pour faire des nanocomposites, pour augmenter la résistance à l'oxydation à haute température. Donc nous, on l'a fait avec ces alliages à haute entropie. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour Toutes votre mes excuses, toutes présentation. mes excuses Je pour vous cette en prie. interruption. Je peux poser une petite question. Oui, bien sûr. Quelle est l'influence de toutes ces structures et compositions sur la solidité de l'interface avec le substrat? Vous êtes, Alors, alors en termes il faut les revêtements PVD en règle générale sont utilisés. Alors c'est pas cette technologie-là, c'est plutôt de l'évaporation par arc cathodique. Il faut savoir que c'est dans l'industrie, ils maîtrisent parfaitement les interfaces. C'est-à-dire que dans un laboratoire comme le nôtre, on a une euh, une préparation qui est un peu succincte, on va dire, ou pas industrielle par rapport à ce qui se fait dans l'industrie. Et cette interface entre les couches et les substrats, c'est maintenant relativement maîtrisé. C'est-à-dire qu'il y a des successions de préparation en bain, puis des décapages in situ dans le plasma, dans les réacteurs, qui font que normalement, il n'y a pas de problème normalement, il n'y a pas de problème d'adhérence D'accord. dans ces matériaux-là, pour ces matériaux-là. Donc, Merci à tous pour votre présence et puis donc bonne fin de journée. merci beaucoup. Au revoir, au Au revoir, revoir. Merci. Au revoir. au revoir.